Bonjour à tous, on est ici pour revenir sur une série qu'on a abordée il y a maintenant plus d'un mois quand on avait eu la chance de découvrir les épisodes en avant-première. Il s'agit bien sûr de The Haunting of Hill House, qui a un succès énorme auprès de la critique comme auprès du public depuis sa publication par Netflix. Ça doit être le 12 octobre. Et comme on a beaucoup aimé et qu'on voit qu'a priori, quand on lit les commentaires sur le site, vous aussi, vous avez plutôt pris votre pied, on avait un peu envie de revenir dessus pour évoquer qu'est-ce qui fait que la série est particulièrement réussie et aussi qu'est-ce qui fait justement que Mike Flanagan est parvenu à faire une proposition fantastique vraiment très intéressante. Donc voilà, on va voir, il y a plusieurs éléments qui font de The Haunting of Hill House une œuvre fantastique un petit peu à part quand on voit les canons actuels du genre. La première chose fondamentale, et qui marque pour le coup une vraie rupture avec la manière dont on envisage très souvent le surnaturel dans le cinéma anglo-saxon contemporain, je pense notamment au Conjuring, à Insidious et à toutes ces franchises-là, c'est que l'idée du fantôme, l'idée du spectre, Flanagan décide de la remettre au centre, on va dire, d'un réseau de symboles très très différent de ce qu'on voit habituellement, en revenant en fait à la base. Le fantôme. Le fantôme, c'est quelqu'un qui est mort, et c'est quelqu'un qui soit ne veut pas s'en aller, soit ne peut pas s'en aller. Donc, on traite ici de douleur, de deuil, de souffrance, de non-dit, et voire littéralement, c'est ce que dit d'ailleurs un des personnages, le frère aîné au tout début du premier épisode, et que répète d'ailleurs volontiers Mike Flanagan en interview, les fantômes sont en premier lieu et avant tout des souvenirs, des souhaits non assumés ou des réminiscences de choses un peu honteuses. Et c'est exactement le principe qui meut la représentation et la conception des fantômes dans The Haunting of Hill House. Ça fait maintenant quand même une quinzaine d'années que le spectre est toujours dans le cinéma américain une source de sursaut, de jumpscare, d'étonnement, de frayeur très intense mais très brève. Or là, l'idée, c'est de revenir, on pourrait dire, à une peur existentielle. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'absolument terrible et de tragique dans l'existence même de ces fantômes. L'exemple le plus évident, pour ceux qui ont vu la série, c'est bien sûr de la femme au cou tordu, qui véritablement repose sur tout un concept, on va dire, à la fois de culpabilité, de regret et d'amertume, voire de dépression, qui est extrêmement fort et qui fait du fantôme et du principe même de la hantise un personnage. Mais ça vaut pour tout. Par exemple, l'écriture des personnages en général est bien plus fine que ce qu'on peut voir d'habitude. Et pas seulement parce qu'on est dans une série et que Flanagan a le temps de s'accrocher à ces personnages, aussi parce qu'il essaye d'utiliser plusieurs de leurs caractéristiques à plusieurs niveaux différents. Luke est un excellent exemple là-dessus. On revient, bien sûr, très régulièrement dans la série au fait que Luke est un toxicomane et qu'il n'arrive pas, ou plutôt qu'il n'est pas arrivé pendant longtemps à sortir de son addiction, qu'il a fait déjà quantité de cures de désintoxication, bref, que toute sa famille le regarde un peu de haut comme un cas désespéré qui est et restera un junkie. L'idée très forte, c'est qu'on le voit plusieurs fois dans des situations de manque. Et où il explique, et il décrit d'ailleurs de manière assez précise, les effets physiologiques du manque sur sa personne, le sentiment de froid, le sentiment d'avoir des membres épais, bref. Plusieurs symptômes très précis. Là où Luke est très intéressant en termes d'écriture, c'est que justement, cette notion du manque qui a été utilisée, qui a été rabattue, qui a été explicitée plusieurs fois par le récit, on va tout d'un coup changer son sens. Il ne va plus être en manque de drogue, il va être en manque d'un autre personnage. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui est absolument déchirant, et qui donne à ces symptômes tout d'un coup une dimension tragique qui va contaminer tout le personnage. C'est une très très belle idée d'écriture. Et des idées comme ça, il y en a un paquet dans la série. Ça, c'est très très beau. Il y a autre chose qui fait également de The Haunting of Hill House une très grande réussite, c'est sa notion du chant et du hors-champ. Et c'est peut-être un des trucs qui fait que justement autant de gens, à raison, ont le sentiment que c'est presque du Stephen King. Et c'est aussi peut-être pour ça que Stephen King lui-même a déclaré qu'il aimait beaucoup la série. Quelle est la particularité de Stephen King quand il commence à être publié avec Carrie au mi-temps des années 70 ? Eh bien, Stephen King, c'est quelqu'un qui va totalement bouleverser le fantastique américain parce qu'il met fin, on va dire, à l'équation Lovecraftienne. Lovecraft, auteur gigantesque, va être un petit peu, va cristalliser le surnaturel dans cette idée que le surnaturel, c'est une entité indescriptible, impossible à comprendre, qui rendrait un être humain sain fou s'il arrivait à la voir. Donc c'est toujours quelque chose qui est tapis dans l'ombre, dans un caveau qui surgit du sol, des ténèbres, mais qu'on ne peut jamais tout à fait appréhender. Eh bien King, à l'inverse, va amener l'abomination en plein jour, en plein champ, va nous donner à la voir, et c'est sa vision qui va être source de terreur.
Et ce qui est intéressant, c'est que Flanagan a bien compris ça, et plutôt que de nous garder, j'ai envie de dire, des formes au loin et de les faire jaillir comme ça à l'écran pour nous faire sursauter, à l'inverse, il traite les fantômes comme de véritables éléments du décor et des éléments naturels du décor de Hill House. C'est ce qui fait par exemple que la femme au cou tordu est à ce point-là tragique et terrible. C'est ce qui fait que l'homme à la canne est proprement terrifiant. L'homme à la canne, il vous saute jamais au visage quand vous le voyez, notamment dans l'épisode 4 si ma mémoire est bonne. L'homme à la canne, vous le voyez avancer inexorablement, vous le reconnaissez au son, parce qu'il a une empreinte sonore bien particulière, et du coup, c'est une horreur, comment dire, que vous regardez comme si vous étiez un lapin dans les phares d'une voiture. C'est pas quelque chose dont vous vous demandez où c'est en face de vous, ça arrive vers vous et vous n'y pouvez rien. Et ça, c'est une mécanique qui profondément vient de Stephen King. Mais Flanagan, et King aussi, savent très bien jouer du hors-champ. Vous avez peut-être lu d'ailleurs, ou vu des montages, depuis que vous avez terminé la série, de tous les fantômes cachés qu'il y a dans tous les épisodes. Bah, ça, typiquement, ça montre l'équilibre avec lequel The Haunting of Hill House sait jouer de différentes formes de terreur. De même que la série sait quoi balancer, quoi révéler et quoi garder par derrière elle, par devers elle, afin de faire monter les effets dramatiques, les effets de suspense, les effets d'horreur, tout simplement les effets d'émotion en général. Autre chose très intéressante et très kingienne aussi, pour moi, The Haunting of Hill House me fait énormément penser à ça de Stephen King, qui a été adapté il y a un tout petit peu plus d'un an, qui a été un énorme succès international. Il faut savoir que dans le roman originel mélange l'enfance des protagonistes et leur âge adulte, exactement comme le fait The Haunting of Hill House, et du coup ça l'autorise à faire, on va dire, une vraie radiographie du mal, une vraie radiographie de la mélancolie. Qu'est-ce que c'est de se souvenir? Qu'est-ce que c'est de vivre à nouveau un événement traumatique? Et du coup, il arrive à choper quelque chose, à choper une très belle émotion, très profonde, très puissante, assez dévastatrice, que ne pouvait pas attraper tout simplement la dernière adaptation de ça, parce qu'elle a choisi justement de ne traiter que d'une des deux époques qu'on trouvait dans le roman de King. On arrive aussi à un autre concept du coup qui est collé à celui-là, que moi je trouve absolument fascinant dans The Haunting of Hill House, c'est cette idée que le temps n'est pas une ligne, n'est pas linéaire, n'est pas rectiligne. La chronologie, c'est pas partir du point A pour passer par B, pour aller à C, pour arriver jusqu'à Z. Ça n'est pas une ligne, c'est un oignon. C'est-à-dire que à chaque point, à chaque instant, correspondent plusieurs instants, plusieurs épaisseurs au sein de cette structure. C'est ce qui fait justement que le montage, très fin, enchaîne très souvent, et très souvent de manière ultra précise, entre un flashback et le moment présent. Et pour pouvoir faire ça, ça en dit aussi très long sur le degré de précision qu'il y a eu dans l'écriture et dans la conception, puisque vous vous doutez bien que quand Luke adulte saute de son lit et que hop on coupe, on tombe sur Luke enfant qui vient de sauter des escaliers et qui arrive au sol, vous vous doutez bien que des transitions comme ça, on peut pas les improviser sur le tournage en disant « Oh là là, on va aller retourner un truc là, machin ». Non, ça n'est que de la réflexion, que de la préparation en amont, et c'est très admirable. Et enfin, ce qui fait la valeur absolue de The Haunting of Hill House, c'est le soin apporté à la mise en scène. Moi, là où je suis assez admiratif, c'est que Flanagan n'a joué ni, on va dire, l'espèce de sécurité minimale, on fait une série Netflix, voilà, on essaye de faire un truc un peu propre, mais on se concentre pas trop sur le découpage, ni non plus essayer de jouer, j'ai envie de dire, le tour de force et de montrer qu'il avait des gros biscottos toutes les 5 minutes. Le résultat, c'est qu'on a à la fois des moments qui sont relativement fonctionnels, très simples, qui, on va dire, permettent très aisément de se focaliser sur les personnages, sur l'écriture des dialogues. Les dialogues sont souvent sublimes, et dans ces moments-là, on va dire, la caméra et le découpage savent se faire relativement discrets, et c'est le montage qui va prendre le relais et assurer un tempo, une rythmique très fin. Et on a aussi des moments de pure performance de mise en scène qui sont sidérants. Alors, tout le monde pense bien sûr à l'épisode 6, qui est un entrelac de plans séquences ahurissants, qui sont quand même tellement complexes qu'ils ont, comment dire, que c'est eux qui ont décidé de comment les décors ont dû être construits, parce qu'il fallait bien trouver un moyen de les enchaîner de manière à peu près harmonieuse. Vous pourrez trouver sur internet, il y a une petite featurette qui reprend, qui montre en fait un petit peu comment ça a été organisé, structuré. Voilà, l'épisode 6 et ses plans séquences, c'est quand même un vrai moment de bravoure cinématographique qui est très impressionnant. Mais il y a aussi l'épisode 9 dont on parle moins souvent, l'épisode qui est consacré à la mer, qui est une leçon d'écriture, de cohérence et de montage, où littéralement Flanagan déverrouille quantité de sous-intrigues qu'on avait évoquées pour certaines, ou explorées un peu plus pour d'autres, mais qui nécessitaient encore d'être résolues. Ça, c'est très fort. Et il y a comme ça quantité de moments où il sait très bien doser quand est-ce qu'il va nous proposer un exercice de style assez puissant, ou quand est-ce qu'il va se mettre derrière son montage et son scénario pour laisser vraiment l'humanité affleurer. Voilà, et donc
Tous ces éléments font que The Haunting of Hill House est quand même une série extrêmement riche, extrêmement maîtrisée, et c'est pour ça que la peur peut naître. C'est parce qu'on n'est pas uniquement dans un récit techniciste, dans un grand 8, ou dans quelque chose qui voudrait uniquement nous secouer. C'est une série qui prend toujours le temps de laisser vraiment se développer ses personnages, et surtout qui prend le temps de développer un caractère et une atmosphère très particulière. Voilà, on avait très envie de vous recauser de The Haunting of Hill House, d'essayer de convaincre ceux qui ne l'auraient pas encore vu d'y jeter un œil. On espère que la série vous a plu, que vous aurez grand plaisir à la revoir si vous l'avez déjà vue, et sinon que vous aurez apprécié de regarder cette vidéo, et on compte bien sur vous pour la liker, la partager et nous dire dans les commentaires combien elle vous aura passionné ou déplu. À bientôt.